Et je suis donc avec Christian Porte pour le débrief de cette histoire. Christian, vous êtes un journaliste qui s'est intéressé à cette affaire depuis le début. Vous avez participé au battu, suivi le procès. Vous connaissez le dossier sans doute aujourd'hui mieux que quiconque. Est-ce qu'il y a un gendarme qui connaît mieux le dossier que vous actuellement en exercice? Non. Non, je crois pas. Non, hein. Vous avez publié 2 livres sur le sujet, Qui a tué les fiancés de Fontainebleau en 2007, et très récemment, chez Edilivre, c'est-à-dire téléchargeable sur Amazon, Fiancés assassinés de Fontainebleau, les vérités interdites d'un fiasco judiciaire. Donc 2 personnes vous ont appelé très récemment. C'était il y a combien de temps ça? 2-3 mois. 2-3 mois. Avant les vacances. Quel est le profil de ces gens-là? Vous ne pouvez pas révéler leur identité. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, l'un des 2 témoins me donne des précisions sur un suspect, sur quelqu'un qu'elle connaît bien, la personne que la personne connaît bien. Oui. Décrit un certain nombre d'éléments que je ne peux pas vous livrer aujourd'hui. Mais qui ne peuvent être donnés que par quelqu'un qui a approché ce dossier de près. Tout à fait. Ce qui crédibilise le témoignage. Ce qui crédibilise le témoignage, et la personne me dit à un moment donné, si jamais Cédric avait été condamné, je me serais présenté parce que c'était une erreur judiciaire. Pour le faire savoir. Pour le faire savoir. Donc cette personne avait ça en elle depuis combien de temps? Pourquoi elle ne la lâche pas plus tôt? Pourquoi elle ne le lâche pas plus tôt? Je ne sais pas, je ne suis pas à sa place. Elle a peur? Je pense qu'elle a peur. Elle a peur de représailles parce que les personnes qu'elle désigne sont dans le monde de la chasse. Et que, voilà, c'est le décor de cette affaire. Ces personnes ont réalisé un témoignage écrit, si j'ai bien compris, en parallèle. Vous leur avez demandé d'écrire tout ça? Demandé d'écrire, tout à fait. De manière à ce que vous aussi, vous ne vous lanciez pas dans de la diffamation, n'est-ce pas? Par exemple. Pour vous protéger. Ces écrits sont où, dans un coffre? Dans un coffre, chez un avocat. Ils ne veulent pas donner leur nom. Néanmoins, vous avez pris contact avec les gendarmes. J'en ai parlé à un officier de gendarmerie, effectivement, qui avait suivi l'affaire à une époque. Mais qui n'est plus en exercice. Il n'est plus en exercice. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça, puisque Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Il n'y a plus d'enquête et que les faits sont prescrits. Alors, judiciairement, on ne peut plus faire grand-chose dans cette affaire. Mais moralement, on peut peut-être essayer de trouver. Essayer de répondre à la question que se posent les parents. Qui et pourquoi? C'est surtout le pourquoi sur lequel on bute, au fond. Parce que qui? Admettons que ce soit un chasseur ou un braconnier. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dézingue un jeune garçon, une jeune femme et un chien en pleine forêt parce qu'on est chasseur? À bout portant. C'est tout le problème. Il y a plusieurs pistes possibles. La partie de chasse qui dégénère parce qu'on est un après-midi et que le déjeuner était bien arrosé, donc on ne se maîtrise plus. Oui. Que le couple tombe sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Genre? Toutes les idées sont possibles. Ils peuvent être tombés sur un échange d'armes, sur un viol, sur des choses de cette nature. Mmh. Témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Et puis, il y a l'hypothèse basique, on tue le chien parce qu'on a confondu le chien avec du gibier. Gilles s'interpelle, il avait une certaine personnalité en disant « c'est quoi ce bordel ?» On tire et on perd son sang-froid, et puis c'est l'enchaînement criminel. Et on tue Anne-Sophie parce qu'on a tué Gilles. Parce que voilà, il n'y a plus de témoins. Il n'y a plus de témoins. On est là-dedans, dans le témoignage que vous avez recueilli, on est autour de ça, d'une scène de chasse qui dégénère. On pourrait être autour de ça. On pourrait être autour de ça. Alors donc, la prescription n'est pas négociable. J'imagine que vous vous êtes renseigné. Est-ce qu'il est possible néanmoins, malgré le fait que les faits soient prescrits, d'engager une enquête préliminaire? Les gendarmes pourraient moralement se pencher sur le dossier pour au moins vérifier les éléments qui m'ont été transmis. Est-ce que vous avez pris contact avec le suspect? Non. Il sait, à votre avis, que vous l'avez ciblé? Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas la première interview que vous donnez? Tout à fait. Je pense que s'il s'est reconnu, il a des doutes. Mmh. Mais ce qu'il faut savoir dans cette affaire, qui date d'il y a 30 ans bientôt, c'est que la moyenne d'âge des chasseurs de l'époque, c'était 30-40 ans. On rajoute 30 ans, les gens ont 70 ans. Oui. Peut-être qu'il est mort depuis. Vous n'avez pas vérifié s'il est encore vivant? Ou vous l'avez localisé? Je l'ai localisé, mais je ne sais pas encore s'il est vivant. Vous savez où il a vécu? Je sais où il a vécu, je sais ce qu'il a fait, je sais qui il était. Les parents, Naudet et Vandamme, eux, sont toujours vivants? Monsieur Naudet est mort il y a quelques années, et Madame Naudet n'est pas en très grande forme en ce moment. Et les Vandamme? Plus de nouvelles. Vous n'avez pas de lien avec les Vandamme? J'ai plus de lien avec les Vandamme. Je pense que pour Monsieur et Madame Vandamme, ils ont refait leur vie à leur façon. Monsieur et Madame Naudet étaient plus âgés et très attachés à leur fils.
On va marquer une pause et je veux bien entendu qu'on revienne sur quelques points de cette enquête qui sont intéressants. On le fera après la pub. Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous êtes avec Christophe Ondelat qui aujourd'hui vous raconte une histoire criminelle des années 80 près de Paris. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire des fiancés de Fontainebleau, Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme, assassinés à la Toussaint 88 lors d'une randonnée en forêt de Fontainebleau. Un homme a été arrêté, un braconnier de 17 ans, mais il a été acquitté par la cour d'assises. Aujourd'hui, le crime est prescrit. En théorie, il ne peut plus y avoir d'investigation, encore moins d'interpellation et encore moins de condamnation. Et je suis avec Christian Porte, qui est un journaliste qui se passionne pour cette affaire depuis 30 ans. Vous avez écrit, Christian Porte, 2 livres sur le sujet. Qui a tué les fiancés de Fontainebleau en 2007 et très récemment, Fiancés assassinés de Fontainebleau, la vérité interdite d'un fiasco judiciaire, livre qu'on peut télécharger sur Amazon. Je veux qu'on revienne sur quelques points. D'abord, le titre de votre livre parle de fiasco. À quel niveau, selon vous, se situe le fiasco? Parce que ce qu'on voit quand on raconte cette histoire, c'est qu'il y a une mobilisation incroyable des gendarmes. La deuxième battue, moi j'en ai raconté des affaires criminelles. 700 personnes mobilisées pour une battue. Je crois que je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière, dont les cavaliers de la garde républicaine. Où est-ce que ça pêche? Je crois que le fiasco, il n'y a pas à tourner autour du pot, c'est la justice, c'est les juges d'instruction. Il y a aussi, on est confronté aussi au phénomène de mutation systématique dans l'administration. Donc on change de juge tous les 4 matins. On change de juge tous les 4-5 matins. Le juge qui arrive ne prend pas obligatoirement le dossier dans son ensemble. Et on arrive à un moment donné, on a perdu l'essentiel. La piste de Allah Moubarak, il n'était pas là. On l'a écarté tout de suite. Pour vous, elle n'a plus d'intérêt. Elle n'a plus d'intérêt aujourd'hui. Strictement aucun intérêt. Où ont été stockés les cadavres? Alors, il y a donc la piste de cet agent forestier qui est muté très rapidement après les faits et qui se suicide 5 ans après. On vous répond, il était dépressif. Et la piste se referme comme ça. Là, je vais apporter une petite précision, Christophe, si vous me le permettez. Allez-y. L'agent qui a été muté à Montpellier, c'est pas celui-là qui s'est suicidé. Celui qui s'est suicidé, c'est le chef de l'ONF qui était chargé de contrôler les parties de chasse dans cette partie-là. Donc c'était son chef hiérarchique. Oui. C'est celui-là qui s'est suicidé du jour au lendemain, si j'ose dire. Et un suicide au propos duquel les gendarmes n'ont fait aucune enquête d'investigation. On est parti du principe qu'il avait des problèmes familiaux, personnels. Donc on expliquait, il s'était suicidé, c'était à peu près logique. Sauf que dans le même temps, le colonel Recordon, qui était chef d'enquête à l'époque, et vous connaissez, est venu dire qu'il savait peut-être des choses qui ont fait que ça l'a perturbé. Où est la vérité? Alors la grande question quand même, c'est où ont été stockés ces cadavres pendant 2 mois, si ça n'est pas dans cette maison forestière. Alors, ça peut être dans cette maison forestière, parce que les gendarmes ont quand même enquêté dans cette maison forestière, Oui. dont le rez-de-chaussée était la reproduction de la forêt avec un désordre innommable, mais dont le sous-sol, vous auriez mangé par terre. Pourquoi? Comme s'il avait été nettoyé. Il a été nettoyé. Et les chiens qui sont venus faire des repérages se sont arrêtés tous au même endroit, dans cette pièce. Donc il est possible que les cadavres aient été stockés là. Tout à fait. On a même retrouvé des poils de chat et de chien. On a su qu'il y avait des poils de chat, des poils de chien, mais on n'a pas su de modèle de chien. On était à une époque où l'ADN n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. En 88, on ne peut pas exploiter de l'ADN comme ça. D'ailleurs, à l'époque, puisque vous parlez d'ADN, il y a une trace d'ADN qui a été repérée sur les lieux de découverte des corps, Oui. qui n'appartient à aucun des protagonistes. Et qui est stocké dans le dossier? On peut espérer. Pas sûr. Quand vous dites on peut espérer, pas sûr. La voiture verte. Il y avait bien une voiture verte. Il y a une trace sur le rocher. Oui, mais là, c'est pareil. Tous les chasseurs et les braconniers passent et repassent. Tout le monde a les clés de la forêt dans cette affaire. Oui. Donc, chercher celui qui a la clé, c'est pas la solution, puisque tout le monde a les clés ou les doubles des clés. Cédric est acquitté. Très difficile de faire peser la suspicion sur quelqu'un qui a été acquitté, mais est-ce que vous gardez dans un coin de votre tête que c'est peut-être Cédric? Alors, je ne garde pas dans un coin de ma tête que c'est Cédric. Je garde dans un coin de ma tête que Cédric sait peut-être des choses. Il était peut-être avec d'autres. Il est peut-être avec d'autres. Comme il fréquente le milieu de la chasse et des braconniers, il a peut-être entendu des choses se dire. Parce que c'est très troublant, ces aveux détaillés tout de même. Et puis cette vanne de long rifle, qu'il a comme par hasard rectifié de manière à ce que des années après, on ne puisse pas remonter jusqu'à l'arme.
Reste que si c'est Cédric, quelque part, qui est impliqué dans cette affaire, il n'est pas tout seul. Il y a 2 tireurs, il y a 2 angles de tir. Et la juge d'instruction, la dernière juge d'instruction, dans son mémoire de renvoi, soulignait même que Cédric ne peut pas avoir fait les choses. Qu'est-ce qui vous a amené à vous accrocher à cette affaire pendant 30 ans, Christian? C'est très simple. Je suis passé à l'endroit où on a retrouvé les corps. Oui. Ils n'y étaient pas quand on est passé avec les gendarmes. 2 mois après, ils étaient là. Je n'accepte pas de ne pas comprendre ce que je comprends pas. Donc, il y a quelque part un problème. Il a fallu 10 ans aux gendarmes pour reconnaître que la scène de découverte des corps n'était pas la scène de crime. Donc, dès le départ, on est parti sur de fausses informations, puisqu'on a pris comme argent comptant le fait que la scène de découverte des corps était la scène de crime. Les feuillages étaient frais. Ils n'avaient pas 2 mois et demi. Un corps en forêt de Fontainebleau aurait été dévoré par les sangliers, probablement. C'est probablement d'ailleurs pour ça qu'on les avait déposés où on les a déposés, pour qu'en 1 semaine ou 15 jours, c'est un endroit de passage des sangliers et du gibier, ils auraient été dévorés. Vous ne seriez pas là aujourd'hui, Christian Porte. Personne ne s'intéresserait plus à cette histoire. Oh, sûrement, probablement. Votre objectif est de la boucler quoi qu'il arrive? Je pense que, en mémoire des victimes, pour les parents, et plus globalement pour chacun d'entre nous, on ne peut pas accepter de se promener en forêt de Fontainebleau, d'être abattu et que c'est perte et profit. Est-ce qu'il y aura un 3e livre? Il est déjà en cours d'écriture, je suis sûr. Il y aura peut-être un 3e livre si on trouve le coupable. Mais il y a un autre débat qui se pose dans notre pays aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger. En Allemagne et en Suisse, la prescription, elle est de 30 ans. En Angleterre, il n'y a pas de prescription. En Hollande, il n'y a pas de prescription du tout pour les crimes de sang. En France, elle est de 20 ans aujourd'hui, elle était de 10 ans à l'époque. Oui, mais... Et 10 ans après, il faut l'expliquer ça, 10 ans après le dernier acte de procédure posé. Tout à fait. Donc, en quelques années, on a progressé, mais on est passé de 10 à 20, on a doublé. Pourquoi pas aller jusqu'à 30 et pourquoi pas, pour les crimes de sang, pas de prescription? Vous pensez que 30 ans après, on peut établir une vérité qu'on n'est pas arrivé à établir pendant 30 ans? Oui, parce que le temps passe et que les pressions sont pas les mêmes. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à lire le livre de Christian Porte que vous téléchargerez sur Amazon, puisqu'il est édité par Edilivre, Fiancé assassiné de Fontainebleau, les vérités interdites d'un fiasco judiciaire. Merci beaucoup, Christian Porte.